Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Et malheureusement, je peux pas dire il y a peu, la vérité c'est qu'il n'y a pas de familles musulmanes qui s'engagent auprès du département pour faire ce genre d'accueil. Et donc ils vont être accueillis par des familles dites françaises, mais voilà, ils vont vouloir leur faire découvrir le bœuf bourguignon, ils vont vouloir leur faire découvrir... Ils comptent quelque chose au niveau affectif. Moi, en tant que musulmane, j'ai toujours eu ce petit pincement au cœur de me dire mince quoi, ça aurait été bien si les musulmans qui puissent les accueillir, les emmener avec eux à la Jumu'ah, ou qui puissent tout simplement les parler leur langue, parce qu'il y a beaucoup de Maghrébins ou de Syriens ou Libanais par exemple qui parlent l'arabe, donc on peut se comprendre avec eux, ou juste prier avec eux, juste voilà, sentir qu'il y a la communauté qui est présente en France et qui peut les soutenir. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Hafsa. Wa alaykoum salam Abdelrahman. Comment vas-tu? Ça va, alhamdulillah, barakallahu fik. J'espère que toi aussi ça va. Très bien, très bien. Bah, écoute, je suis très heureux de t'accueillir sur mon podcast Muslim Makers. Je sais plus comment j'avais trouvé ton profil sur LinkedIn quelque part et j'ai vu ton... Ça va être marqué psychologue ou quelque chose comme ça, ou psychiatre ou psychologue, je sais plus. Psychologue. En tout cas, je suis très heureux de t'accueillir et Inch'Allah, j'espère que ça va bien se passer. Je pense que c'est des sujets que j'ai évoqués déjà dans le podcast, tout ce qui est psychologie, mais pas beaucoup. Et donc, et toi, tu travailles dans un domaine assez spécifique de la psychologie, donc ça va être intéressant, je pense. Inch'Allah. Bah oui, merci à toi de m'avoir invité. C'est un podcast que j'écoute déjà depuis un moment, donc j'ai été honorée de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Je te remercie. Bah alors du coup, Hafsa, sans transition, je vais te proposer de te présenter rapidement, de nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, où tu habites, etc. Donc, je m'appelle Hafsa, j'habite actuellement à Rennes en Bretagne et je viens de Dijon en Bourgogne où j'ai fait toute ma licence de psychologie. Ensuite, donc, j'ai été à l'université de Caen pour continuer mon master en psychologie de l'éducation que j'ai obtenu en 2020. Et actuellement, voilà, je travaille auprès des MNA, les mineurs non accompagnés, donc en protection de l'enfance, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. En parallèle de ça, je suis étudiante à plein temps, je dirais, en parallèle de mon emploi. Donc, je suis étudiante en sciences islamiques avec Mhm. l'IESH de Château-Chinon, en l'occurrence, donc en Bourgogne aussi, et étudiante en 3 types de formations différentes. Donc, je suis actuellement en train de me former en TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Donc, c'est une technique de prise en charge qu'on va avoir en psychologie. Et je me forme donc de mon côté aussi en Islamic Psychology and Counseling de l'Institut El Balar Academy. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais partagé le lien. Donc, merci pour ça. Et depuis l'année dernière, en Positive Islamic Psychology avec la Khalifa Foundation en Malaisie, qui est basée en Malaisie. Donc, tous ces cours-là sont en anglais. Et Ouais, voilà, je trop pense que bien. j'ai le tour. Trop bien, trop bien. Mais écoute, on reviendra sur tout ça. Tu es plutôt orienté psychologie, donc on l'a compris. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers cette voie-là? Alors, initialement, moi, j'ai voulu faire de la médecine. J'ai pas réussi, donc le concours a été vraiment hors, hors de ma portée. Mais alhamdoulilah, il y a un khair à tout, parce qu'au final, j'ai réussi à trouver ma voie ailleurs. Et je voulais me réorienter toujours, moi, ça a toujours été le médical ou l'aide à la personne. Et je voulais me réorienter en infirmière, voilà, c'est ça. Je voulais passer le concours d'infirmière. Et en attendant de passer le concours, donc je voulais m'inscrire parce que donc, les concours sont d'année en année. On ne peut pas le passer n'importe quand dans l'année. J'ai voulu m'inscrire en Mhm. anglais. Mon père m'a dit non, tu t'inscris en psycho. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc je me suis inscrite en psycho. Et voilà, alhamdoulilah, donc des fois, il faut écouter les parents. Ils ont une connaissance qu'on n'a pas. Et donc voilà, j'ai fait ma première année de psychologie. Et au final, ça m'a tellement plu, j'ai tellement accroché, j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai même pas passé les concours auxquels je m'étais déjà inscrite. Mais voilà, Et tes finalement, parents, ils t'ont orienté vers, enfin ton père t'a orienté vers la psychologie parce que il connaissait un peu le domaine ou c'était un peu comme ça? Parce que c'est mieux que l'anglais peut-être pour lui. je pense que pour lui, c'est mieux que l'anglais. Et je pense aussi qu'il me cernait mieux que je pouvais me cerner moi-même à cet âge-là. Et qu'il avait peut-être une idée de ce qui me conviendrait le plus. Mon père, c'est toujours quelqu'un qui a toujours mis les études voilà, avant tout. Il est lui-même doctorant en informatique. Donc, il avait une connaissance un petit peu du monde universitaire et de sa fille et donc de ce qui pourrait lui correspondre, je pense. Très bien. Tu continues tes études en psychologie.
Ensuite, en psychologie, est-ce que tu as plusieurs domaines de psychologie, j'imagine? Ça se passe comment? Oui, oui, bien sûr. Ben pour l'anecdote, quand j'ai eu mon premier emploi du temps en psychologie, donc en licence 1, il y avait que ça. Psychologie clinique, psychologie différentielle, psychologie cognitive, psychologie du développement. Et moi qui n'avais aucune connaissance de ce qu'était la psychologie, je comprenais pas comment on allait passer autant d'heures à parler d'autant de choses différentes qui semblaient être la même chose. Et Hmm. j'imagine que c'est ça pour toutes les personnes qui ne connaissent pas la psycho. La psycho, c'est une grande matière, on va dire un peu comme les mathématiques. Et à l'intérieur, tout comme il y a plusieurs spécialités en mathématiques, par exemple, quelqu'un, j'imagine, hein, c'est mon point de vue, mais qui est mathématicien, n'étudie pas toutes les mathématiques. On se spécialise toujours dans un domaine particulier. C'est pareil avec la psychologie. Il va y avoir donc la psychologie du travail, tout ce qui va être RH, tout ce qui va être accompagnement au burn-out, ce genre de choses. Je grossis vraiment le trait parce que voilà, c'est pas mes spécialités, j'ai pu les voir rapidement en licence. Il y a eu la psychologie, par exemple, sociale. Donc, c'est de la psycho, tu sais, un peu toutes les expériences qu'on peut voir sur YouTube. Oui, expérience Hmm. sociale, les gens font ça, qu'est-ce qui se passe? Et ben ça va être de la psychologie sociale. Il va y avoir la psychologie du développement, les différents stades de l'enfant, la psychologie clinique. Et ça, c'est la psycho que tout le monde a en tête avec le divan et le professionnel qui est assis à côté, la personne couchée. C'est ça, la psychologie clinique. Ça va être l'accompagnement à la personne en un à un. Ouais, c'est ça, en one-to-one, dans le soin pour aller mieux. Mais voilà, c'est vraiment quelques domaines que j'ai pu donner, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Et au bout d'un moment, on doit spécialiser, on doit choisir un domaine en particulier. C'est ça. En master, il n'y a pas de clinique, enfin, il n'y a pas de psychologie générale. C'est soit un master clinique, un master social, un master de neuropsychologie, un master, voilà, faut se spécialiser. Et moi, je me suis spécialisée en psychologie de l'éducation. Donc, c'est un Ok. master qui était assez nouveau. J'étais seulement la deuxième promotion à l'intégrer. Il y en a que deux ou trois en France, il me semble. La psychologie de l'éducation, c'est vraiment le carrefour entre la psychologie du développement, la psychologie clinique et la neuropsychologie. Donc, c'est l'accompagnement de l'enfant et de l'adolescent dans sur tous les versants cliniques en fait qu'il peut y avoir, les maladies, par exemple les troubles neurodéveloppementaux, par exemple les troubles des apprentissages, mais aussi le lien aux parents, les troubles affectifs, toutes ces choses-là. D'accord. Et pourquoi tu as choisi ce domaine, cette spécialisation? Euh, Déjà par attachement au public, j'ai toujours travaillé avec des enfants, adolescents. Quand j'étais encore Mhm. étudiante, j'étais moi-même, enfin en job étudiant, je faisais animatrice dans des colonies de vacances, à l'IESH de Château-Chinon d'ailleurs. C'est comme ça que je Ok. les ai connus au début. Et voilà, donc j'ai pu passer mon BAFA, j'ai pu faire des colos, j'ai pu faire des scouts musulmans, et j'ai toujours eu ce lien avec l'enfant et de l'adolescent. Donc je savais que je voulais travailler avec les enfants. Et lorsqu'il a fallu choisir les masters, pour être tout à fait honnête, j'ai pas trop le choix. J'ai fait 12 demandes de master, c'est le seul qui m'a accepté. Donc encore une Ok. fois, tout. D'accord. Très bien. Et en parallèle, tu avais déjà commencé tes études à l'UESH ou c'était plus tard? Non, 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 j'avais déjà en tête de les faire, mais je voulais vraiment prendre le temps de me concentrer dessus. C'est pas juste 2-3 heures par semaine, c'est quand même un cursus qui est assez complet, assez lourd. Donc je l'ai commencé dès que j'ai fini mes études en 2020. Ok. Pendant ce cursus-là, tu as eu l'occasion de faire des stages? Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Donc à partir de la L3, ça c'est un fonctionnement qui différencie selon les facultés. Il y a Mhm. certaines universités qui autorisent des L3, d'autres qui privilégient les stages uniquement en master. Moi, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs types de stages, mais toujours avec un enfant adolescent. J'ai travaillé avec les jeunes enfants sourds et malentendants, avec les enfants malvoyants. J'ai travaillé en service à domicile, j'ai travaillé en protection de l'enfance. Et donc, mon dernier stage avec les MNA, les mineurs migrants, où j'ai fini par être embauchée à la fin de mes études. Très bien. Et donc là, si on parle plus précisément de ton travail actuel, donc avec tu appelles ça les MNA, C'est ça, mineurs non accompagnés. mineurs non accompagnés, d'accord. Donc c'est une structure du gouvernement ou c'est quoi comme structure? Exactement, c'est ça. En fait, ce sont des associations qui sont missionnées par le gouvernement qui fait des appels à projets. Donc aux Mhm. alentours de à peu près vraiment à partir de 2009-2011, avec un boom qu'il y a eu en 2014, il y a eu vraiment des centaines de milliers de jeunes qui sont arrivés sans parents isolés sur le territoire français. Et selon tous les accords européens et aussi voilà, par rapport à l'ONU, les droits de l'enfant, un enfant mineur qui est dans un pays sans parents, il est obligatoirement pris en charge, qu'il ait ses papiers ou qu'il n'ait pas ses papiers. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a beaucoup qui viennent jeunes, parce qu'ils savent que c'est beaucoup plus simple du coup d'obtenir leurs papiers en arrivant ici mineurs. Donc Mhm. on commence par évaluer pardon, leur minorité.
ça va être des entretiens avec, ils doivent donner énormément de détails, par où est-ce qu'ils sont basés, où est-ce qu'ils sont nés, qu'est-ce qu'ils faisaient comme études, si jamais ils étaient scolarisés ou pas. Et il y a ce qu'on va appeler un peu des détectives, entre guillemets, au niveau de la préfecture, qui vont vérifier tous les dires. Par exemple, ils vont avoir la carte de l'Afghanistan, pour donner un exemple, sous les yeux, et ils vont lui dire, bah toi, t'habitais où? Et donc le jeune va dire, il va dire, il y a quelle ville à côté, à peu près, quelle distance. Vraiment, c'est très très précis pour vérifier la minorité du jeune. Et une fois que les jeunes est déclaré mineur, donc il a ce qu'on appelle une OPP, donc ce qui garantit la prise en charge par l'État, et là, il est placé dans des centres. Donc, mon association, on a 8 centres actuellement pour à peu près 200-250 jeunes basés sur toute la basse Normandie. Et là, c'est D'accord. comme un foyer de l'enfant qu'on peut avoir pour des enfants français. Donc, ils sont accueillis, ils sont scolarisés. Après, on travaille sur leur situation du coup administrative, essayer de récupérer des papiers de naissance, tout ça pour entamer les démarches. On leur apprend le français, ils commencent à choisir une scolarisation. Mais voilà, généralement, quand ils viennent, c'est pas un parcours anodin. Ils prennent pas juste le bus, c'est pas juste une traversée des frontières. Il y a du traumatique généralement au pays. Et la trajectoire, certains sont très très jeunes, ils arrivent à 13 ans, ils sont partis de chez eux à 9-10 ans. C'est des choses qu'on peut même pas s'imaginer, nous, en tant que personne occidentale vivant dans un confort et dans un système de vie qu'on tient pour acquis, en fait. Et Hmm. à partir de là, forcément, au niveau du développement, il y a des choses qui manquent, au niveau de l'affection, il y a des choses qui manquent, et beaucoup de traumas par rapport à des sévices qu'ils ont pu subir, par rapport à des choses qu'ils ont pu voir, des guerres, des morts, des blessures. Et c'est là que moi j'interviens pour les aider à traverser tout ça et à voir la place dans leur tête pour apprendre et intégrer cette nouvelle culture où ils sont arrivés. Alors, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez touchant. Mm. Euh, Quand on parle des migrants, il y a différents types de migrants. Enfin, il y a les migrants qui viennent pour travailler, enfin, qui ont déjà le permis de séjour, par exemple, préparé à l'avance. Donc, on pourrait même les appeler des expatriés aussi, ceux qui sont, on va dire, en règle. En termes de terminologie, est-ce qu'on peut mettre ça au clair? Bien sûr. Alors, donc, nous, il n'y en a aucun qui a un permis de travail parce qu'ils sont tous mineurs. Donc, ils sont Hmm. sans avoir de permis de travail. Certains arrivent avec des visas vacances ou des visas études, donc, ils sont avec des faux papiers qui les déclarent de plus de 18 ans. Et une fois arrivés en France, ils déclarent avoir moins de 18 ans. Et donc là, il y a une enquête d'autant plus précise qui se met en place. Mais la grosse majorité, c'est très rare qu'ils arrivent avec des visas. La grosse majorité, ils arrivent sans papier. Donc, ils sont accompagnés de passeurs ou d'autres jeunes de la même tranche d'âge qu'eux qui ont fait le voyage avec eux. Donc, arrivés en France, ils ont tous les mêmes statuts. Donc, mis à part cette question du visa, il n'y a pas de différence. C'est une fois qu'ils seront pris en charge et qu'on va commencer les démarches administratives, c'est là qu'on va faire des demandes différentes. Est-ce qu'on demande un titre de séjour? Si oui, de combien de temps? Si oui, sous quel statut? Est-ce qu'on demande une protection de l'État, donc le titre de réfugié? Encore une fois, ça dépend des pays, ça dépend des histoires. Ou est-ce qu'on va demander une nationalisation directement? Bon, pour avoir une nationalité française, il faut arriver avant ses 14 ans, vivre en France depuis au minimum 5 ans et avoir une situation stable. Par situation stable, on entend des études et puis un dossier civil à peu près correct, quoi, et l'apprentissage du français, etc. Et donc, c'est là que la différence va s'opérer. Ceux qui vont obtenir une protection de l'État vont être reconnus comme réfugiés, donc fuyant leur pays. Là encore, il y a différents types de réfugiés. Et les autres, généralement, ça va être une demande de titre de séjour, comme n'importe qui peut faire pour venir en France sur un an. Après, ça se répète, jusqu'à ce qu'on passe 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ok, d'accord. Ouais, donc, c'est pas simple, quoi. C'est vraiment c'est très technique. Et Hmm. pour des personnes qui possèdent déjà le passeport rouge, on n'y pense pas. Mais c'est vraiment très, très, très technique et très pointueux. Il y a beaucoup de documents qui sont demandés. Et quand on a fui un pays comme la Syrie, on n'a pas pris le temps de prendre tous ces titres de naissance, plus Hmm. le dernier acte que, voilà, tous les papiers que la mairie peut nous donner ici facilement. C'est beaucoup plus difficile de les obtenir dans leur cas. Mais je reviens, Hmm. tu as pu me dire, pour certains, ça va être plus la situation économique. Et là, oui, par contre, on va avoir des jeunes qui vont arriver pour des situations économiques. Ça va être le cas des jeunes qui viennent du Maghreb généralement et un petit peu d'Afrique subsaharienne. Il va y avoir ceux qui vont fuir une guerre, ceux qui vont fuir une situation violente pour eux. Par exemple,
Pour donner quelques exemples, ça va être voilà, une mère décédée, un père qui s'est remarié, une belle-mère maltraitante avec eux. Ils n'ont pas d'autre choix que de s'enfuir. Ou d'autres qui vont être déjà orphelins chez eux et qui étaient déjà ce qu'on appelait des enfants des rues. Donc qui vivaient dans la rue à plusieurs et qui avaient de toute façon ni attache ni avenir dans leur pays et qui ont décidé de partir pour un avenir meilleur. D'accord. Et toi, du coup, toi, tu traites principalement de ceux qui fuient leur pays par rapport à des raisons de guerre ou économiques, les deux? Absolument tous. Il n'y a pas de différence pour. Pas de différence. Non, non, non. Hmm. Bon, mon travail, il va être sur deux versants. Il va y avoir le versant soutien aux professionnels. Donc, il y a toute une équipe des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, des animateurs, les veilleurs de nuit, l'infirmière, la prof de français langue étrangère. Voilà, il y a toute une Hmm. équipe qui gravite autour de ces jeunes-là. Mais c'est pas facile d'accueillir tout ce que ces jeunes peuvent avoir à dire. Et certains sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça devient presque comme une famille pour eux, mais tout a une fin, forcément. Donc après, il faut travailler et l'arrivée parfois et le départ. Et donc, il va y avoir le versant accompagnement clinique des jeunes. Donc là, je peux mettre en place des groupes de parole sur des problématiques comme la laïcité. C'est un concept qui n'existe pas dans leur pays généralement, donc ils ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi le directeur n'était pas très content qu'ils aient prié dans la cour de l'école, par exemple, ou des questions comme le vivre en communauté. Déjà, vivre en foyer, c'est pas facile, mais vivre quand toi tu parles pachtou et que ton voisin de chambre il parle bambara et que l'autre il parle arabe, et ça peut très vite partir en conflit juste pour des problèmes d'incompréhension ou les habitudes alimentaires. C'est quelque chose de très primaire, le fait de s'alimenter, ça remplit vraiment un des premiers besoins. Si on repense à la pyramide de Maslow, c'est quand même un des premiers besoins, s'alimenter. Et la nourriture française, voilà, et la nourriture de leur pays, c'est fondamentalement différent, on le sait. Et ils ont toujours ce besoin d'essayer de se nourrir toujours plus. C'est toujours une situation de conflit d'ailleurs avec les professionnels parce qu'ils retrouvent pas cette saveur ou ces épices ou ce qui va leur rappeler la nourriture maternelle, la nourriture du pays, la nourriture. Et donc voilà, Hmm. ça c'est un sujet parmi d'autres, mais on va essayer de travailler ça ensemble à travers des groupes de travail. Et après, il y a le côté vraiment plus éducatif. Ce sont des jeunes qui sont forcément scolarisés. En France, la scolarisation est obligatoire jusqu'à 16 ans, si je dis pas de bêtises. Et parfois, ce sont des jeunes, ce qui peut nous paraître incroyable en 2021, mais qui n'ont jamais été scolarisés de leur vie. Donc, ils ne savent ni écrire ni lire leur propre langue. Et on va devoir leur apprendre à écrire une langue qu'ils ne maîtrisent déjà pas. Il y a des Hmm. jeunes qui vont pas avoir, par exemple, les réflexes logico-mathématiques qu'on enseigne dès la primaire, c'est-à-dire faire des additions de manière un peu instinctive. Si je te dis 2 plus 2, tu vas pas réfléchir, tu vas tout de suite me dire 4. Mais pour eux, voilà, ces tout petits calculs qu'ils n'ont pas eu l'habitude de faire, et ben ça demande un effort. Voilà, on peut pas venir, selon leur âge, par exemple, ils vont avoir 15 ans, on doit les mettre en troisième. L'éducation nationale, pardon, ne les acceptera que en troisième, mais c'est un jeune qui va avoir un niveau scolaire d'un enfant de CP. Et donc, il y a des décalages comme ça qui vont se mettre en place entre leur niveau intellectuel, leur âge et leur maturité, parce que parfois, ils ont au contraire 17, presque 18 ans, et on les met en troisième ou en seconde. Et voilà, un jeune de 15 ans et un jeune de 17 ans qui a traversé tout ce qu'il a traversé, ils n'ont pas la même façon de voir les choses, ils n'ont pas la même façon. Donc voilà, il va y avoir aussi tout le versant éducatif où je peux parfois les tester à travers des tests neuropsychologiques pour voir les difficultés sont des difficultés d'ordre cognitif ou sont des difficultés parce qu'ils n'ont jamais été scolarisés et donc des manquements. Donc, c'est Hmm. un panel un peu de mes Et du activités. coup, et ces personnes-là, est-ce qu'elles ont au final, parce qu'il y a un si grand décalage, on se demande comment est-ce qu'on peut rattraper tout ça. Et en plus, il y a tous les problèmes autour des papiers. Après, une fois qu'ils deviennent majeurs, c'est une autre question, qu'est-ce qui leur arrive? Mais Bien. est-ce qu'ils, du coup, ils ont un avenir en France? Est-ce qu'ils peuvent rattraper leur retard scolaire? Est-ce qu'ils ont des chances de pouvoir travailler ici et de pouvoir faire ce qu'ils avaient envie de faire au départ? Oui, est-ce qu'ils ont un avenir en France? Oui, et puis notre travail le prouve. En sortant, généralement, il y en a la grande majorité a soit un apprentissage, donc un revenu d'argent fixe, avec généralement des papiers qu'on a réussi à leur faire obtenir. C'est jamais des papiers de plus de 10 ans pour les plus chanceux, mais généralement c'est d'une année, une année, une année. En sortant de chez nous, on leur donne des armes et il leur reste encore beaucoup de chemin avant d'arriver à une situation vraiment stable en France. Mais rattraper leur retard, par exemple, face à l'éducation, parfois on n'a juste pas le temps de s'occuper de ça parce que, comme tu as dit, arrivé 18 ans c'est majeur. Soit on fait une demande de contrat jeune majeur, donc c'est un contrat que n'importe quel enfant pris en charge par l'État
peut faire la demande pour pousser jusqu'au maximum 21 ans. Mais généralement, ils donnent 6 mois, 6 mois, 6 mois, avec des objectifs très précis. Et là, il faut qu'on ait une situation administrative stable, il faut qu'on ait pu trouver une solution pour lui, sinon malheureusement, c'est ce qu'on va appeler une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Et ça, malheureusement, ça arrive. Des jeunes qui sont chez nous depuis 2-3 ans, qui sont installés, qui ont appris la langue et à qui on demande de quitter le territoire français parce qu'on estime que leurs papiers ne sont pas vrais et que donc on ne peut pas leur faire de titre de séjour ou d'autorisation de rester sur le territoire français. Et Hmm. dans ce cas-là, tous les apprentissages basiques, généralement, on va les sauter pour pour les rentrer directement dans du professionnalisant. Choisis un métier, on va t'accompagner, on essaie de trouver un tuteur de stage ou d'apprentissage qui comprend leur situation et qui accepte de s'engager dans l'accompagnement d'un jeune comme ça. Et voilà, il va apprendre le français à travers, par exemple, si on prend l'électricité, à travers le vocabulaire en lien avec l'électricité, il va apprendre le français à travers les choses qu'il a besoin de savoir pour les outils, les ordres, le français commun, mais on va pas s'attarder sur l'histoire de France, on va pas s'attarder sur la grammaire, la conjugaison. Voilà, on va prendre le strict Hmm. qu'il ait les outils pour pouvoir se débrouiller en sortant de chez nous. Et ce qui est parfois dommage, parce qu'il peut y avoir des jeunes avec des capacités incroyables. Certains sont arrivés extrêmement cultivés, qui ont fait beaucoup, beaucoup d'études, mais de par leur situation administrative, par exemple, ils arrivent à 17 ans, on n'a pas le temps de les inscrire dans un lycée pour qu'ils terminent leur bac, pour ils puissent entrer, par exemple, à l'université. On a certains qui poussent jusqu'au BTS, et c'est déjà vraiment une prouesse dans leurs conditions. Mais ça fait un peu mal au cœur quand on voit des jeunes qui ont vraiment les capacités d'aller parfois même jusqu'en médecine, mais ça sera beaucoup plus difficile à mettre en place dans le concret au vu de leur situation administrative. Hmm. Et en termes de croyances, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique, tout ça, j'imagine qu'il y a beaucoup de musulmans. En proportion, tu sais, c'est combien? Oh, je dirais bien. En tout cas, sur mon association, on est sur 98% de musulmans. C'est vraiment une écrasante 98%. majorité. Ah oui, oui, oui. On a des centres qui sont 100% où il y a uniquement des musulmans. J'ai pu rencontrer, C'est pas- sur les 250, peut-être 4-5 chrétiens, un ou deux bouddhistes, et ça s'arrêtait là. Et c'est ce qui est d'autant plus touchant, de travailler avec ce public-là. Ils viennent d'Afrique. En fait, voilà, ça suit la situation géopolitique mondiale. Donc, il y a quelques années, la grande majorité, c'était pour des raisons économiques qui venaient justement d'Afrique noire, qui venaient du Maghreb. Là, la population qu'on accueille, elle commence vraiment à changer. On a une écrasante majorité maintenant d'Afghans, de Pakistanais, de Bangladesh, de Syriens. On va avoir aussi des Égyptiens. On va avoir aussi tout ce qui va être la Somalie, tout ce qui va être l'Europe de l'Est aussi. On peut avoir des Hmm. Albanais, on peut avoir des Roumains. Voilà, c'est quand même assez varié, mais on reste sur les continents proches de nous. On a eu une fois un Japonais, mais il n'est pas resté longtemps. Et il est parti très rapidement. Mais voilà, ça va être autour ce qui se place autour de nous, quoi. L'Europe de l'Est, un petit peu en Eurasie, et puis l'Orient, le Maghreb et l'Afrique. Ouais, c'est impressionnant. Et du coup, toi, quand ils te voient, enfin, tu portes le voile, ils voient rapidement que tu es musulmane. Est-ce que ça fait quelque chose, ça change quelque chose pour eux? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a qui me posent la question quand même, parce qu'ils sont jamais très sûrs. Ils me disent, mais tu es bien musulmane, toi? Enfin, certains pensaient qu'il n'y avait pas de musulmans en France. Pour prendre par exemple les Afghans qui viennent vraiment de loin et qui connaissent de la France l'image qu'ils en ont dans leur pays, mais qui est assez éloignée quand même de la réalité de ce qui se passe ici. Hmm. Pour d'autres comme le Maghreb, voilà, ils sont pas étonnés, très au fait de ce qui peut se faire et de ce qui peut se passer en France. Mais sur certains sites, je travaillais en collaboration avec une collègue psychologue aussi, donc non musulmane, française. Et ils avaient tendance à beaucoup, beaucoup plus venir vers moi en me disant, mais toi, tu vas comprendre si je te dis ça. Certains peuvent me parler d'avoir l'impression d'être possédés et de me dire qu'ils pourront jamais en parler aux éducateurs parce qu'ils savent que les éducateurs ne comprendraient pas. Beaucoup viennent me demander, mais je comprends pas. Par exemple, ben voilà, t'es une femme et tu travailles, mais ton mari il dit rien ou des choses comme ça. Et on a beaucoup de conversations un peu sociales ou religieuses sur Hmm. qu'est-ce qu'eux prenaient comme étant religieux et qui au final s'avère être de la tradition de leur pays. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à beaucoup plus venir discuter avec moi, avec beaucoup plus d'aisance qu'avec certains de mes collègues. Mais tout de même, pour certains, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que ils vont, je pense par exemple aux Afghans.
les Afghans qui fuient les talibans. Les talibans qui disent représenter l'islam et puis la véritable charia. Et Mhm. donc forcément, c'est quelque chose qui, pour certains, il y a un vrai traumatisme à ce niveau-là, et ils ont tout rejeté en bloc. C'est-à-dire que ils se disent d'origine musulmane, mais qui, par exemple, ils vont ni jeûner, ni prier, ni rien de tout ça, parce qu'ils rejettent absolument en bloc, et ils pouvaient m'éviter moi-même. Ils venaient jamais à mes rendez-vous, ils essayaient d'éviter comme vous voyez dans le couloir, ils faisaient demi-tour, et je pense que c'était ce que je renvoyais en tant que musulmane, qu'ils associaient avec ce que eux fuyaient d'Afghanistan. Du coup, toi, ça doit te mettre dans une situation un peu d'intermédiaire parfois, un peu, comment tu le vis, toi? Alors, très sincèrement, alhamdoulilah, je me suis vraiment trouvée facilitée. C'est-à-dire qu'au début, au contraire, j'avais beaucoup de stress. Voilà, j'étais jeune diplômée, mais comment je vais les intéresser, comment je vais les agripper pour qu'ils puissent venir dans mon bureau et qu'on ait des discussions. Donc ça venait de manière beaucoup plus fluide. Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte de l'importance d'inclure le prisme de l'islam dans une prise en charge psychologique avec des musulmans, parce que des fois, ils me disaient juste, enfin, leur conclusion de l'entretien, c'était, j'ai confiance en Dieu et j'attends de voir ce qui me destine. Et ça, je sais que ma collègue, c'était quelque chose qu'elle avait du mal à entendre. C'était non, il faut travailler sur ça, tu peux faire mieux, tu peux. Et moi, je pouvais comprendre ce qu'il disait par là quand il finissait en disant, et Khair, Inch'Allah, c'est Dieu qui sait mieux que nous, ou j'espère un jour, Inch'Allah, pouvoir revoir mes parents, ou des choses comme ça. Et je pouvais entendre euh, l'attente qui mettait derrière ça, mais qui n'est pas forcément juste une attente passive, comme ce que pouvait comprendre, comme ce que pouvait comprendre ma collègue. Maintenant, pour les jeunes qui étaient plus évitants face à moi, ça a été un des reproches qu'a pu me faire le nouveau directeur qui est arrivé sur une période après un an et demi d'activité, et qui m'a dit voilà, moi je vous aurais pas embauché avec le voile parce que au vu de ce que vous allez renvoyer aux jeunes. Et ce que j'ai répondu à ce moment-là, c'est que tout le monde renvoie quelque chose. Une personne neutre n'existe pas. On peut renvoyer quelque chose de par notre physique, on peut renvoyer quelque chose de par juste l'intonation de notre voix. On peut ressembler, par exemple, à cet oncle qui était malveillant avec eux et qui fait qu'ils ont traversé toute l'Afrique pour venir en France. Et ça, c'est des choses qu'on Mhm. peut contrôler. Mais que nous, en tant que thérapeute, on doit travailler avec. Et essayer de comprendre donc pourquoi on renvoie ça chez ce jeune-là et lui proposer peut-être avec une médiation, par exemple avec son éducateur, avec qui il est en confiance, et faire un premier entretien à trois pour briser cette glace qui lui permet de voir que voilà, moi je vais être très neutre dans ma prise en charge et que voilà, c'est vraiment de l'empathie, de la bienveillance, tout à l'inverse de ce qu'il a pu m'associer avec les talibans d'Afghanistan, par exemple. Ça va être juste être un point, pas plus dur qu'un autre. Certains ne venaient pas me voir parce que pour eux, la psychologie, voilà, ça les faisait rire. Quand je disais je suis psychologue, un jeune m'a dit une fois, bah, heureusement que t'es pas psychologue. Je crois qu'il était du Nigeria. Il me disait heureusement que t'es pas psychologue du Nigeria parce que tu ferais faillite dès la première semaine. Ça n'existe pas pour nous. Ça vaut rien du tout. Donc voilà, ça peut être Mhm. d'autres choses en fait à travailler. Et c'est que une difficulté parmi d'autres. J'ai pas trouvé ça plus difficile parce que j'étais musulmane. Et pour toi, c'est quoi les gros challenges, en fait, que tu vois dans ton métier, dans ce métier-là? Euh, tu veux dire en tant que psychologue musulmane en France ou en tant que psychologue avec les MNA? J'ai envie de dire les deux, mais peut-être que tu fais bien de séparer les sujets, ouais. Euh, ouais, je sépare vraiment les sujets parce que chaque public va avoir ses difficultés. Travailler avec les personnes, par exemple les personnes autistes, c'est une difficulté parce que voilà, dans le cas d'autisme lourd, pardon, on peut pas forcément communiquer avec eux. Donc, nous les psychologues, notre premier outil c'est quand même la parole. Comment travailler avec quelqu'un avec qui tu ne peux pas communiquer. Donc voilà, c'est pour ça que je précise vraiment psychologue avec les MNA ou psychologue en France en tant que musulmane. Je pense que le plus compliqué en étant psychologue avec les MNA, c'est que, en toute honnêteté, j'ai un peu perdu foi en l'humanité en commençant à travailler là-bas. Parce qu'en recueillant leur Hmm. parcours de vie, je me disais, c'est pas possible en 2020 de traiter comme ça des enfants. Et c'était
voilà, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment inimaginables. Sincèrement, c'est des choses qu'on voit dans des films. On se dit, bah non, c'est pour ajouter de l'empathie, pour qu'on pense à l'acteur, pour qu'on s'identifie au personnage. Mais là, c'est de la vraie vie. C'est des jeunes qui sont en face de toi, qui te disent, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Et généralement, ils sont passés par des pays musulmans. Quand on voit les jeunes d'Afrique Nord qui passent par la Libye et comment ils sont traités en Libye, c'est quand même, ouais, c'est juste effarant. Et c'est vraiment, voilà, ce qui m'a fait perdre foi en l'humanité. Et par rapport à la Libye, du coup, tu penses à quoi? C'est vrai que j'entends souvent parler de l'esclavage là-bas. Est-ce que tu fais référence à ça ou à autre chose? Oui, oui, c'est exactement ça. En Libye, ce qui se passe, donc, c'est qu'il y a beaucoup d'Africains migrants qui passent par ces pays-là. Donc déjà, non seulement le prix pour passer de la Libye ensuite jusqu'en Europe est phénoménal, et il y a énormément, énormément d'arnaques. Ce sont des personnes du coup qui sont vulnérables, et enfin, ils en profitent beaucoup, beaucoup. Ils leur confisquent leur passeport, ils leur prennent tout leur argent, et il y a beaucoup cette notion d'esclavage qui est mise en place. C'est vraiment on a tous vu, je pense, des vidéos passées sur les réseaux, ces vidéos horribles. On voit des gens voilà, dans des cages avec, ils ont des maîtres en fait. Et ça, quand on le voit aux infos, c'est horrible, mais c'est quelque chose qui se passe dans le monde. Mais quand c'est un jeune qui est en face de nous, enfin, j'ai toujours cet exemple marquant et ça m'est arrivé dès le premier mois de mon arrivée et franchement, ça a été, enfin, je te laisserai juger si tu veux le garder ou pas parce que j'ai pas envie de faire d'un sensationnalisme, mais c'est un jeune en fait, donc on l'a accueilli dans un état physique très faible. Il a été pris en charge petit à petit. Quand il a commencé à être scolarisé, à sortir, on s'est rendu compte qu'en fait, il bipait dans les magasins et on comprenait pas pourquoi. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'infirmière, elle a pu le recevoir. Et en plus d'avoir énormément de cicatrices sur tout le corps, que nous, on n'a pas vu, hein, ça restait bien sûr dans le domaine médical, mais en fait, c'est un jeune qui avait essayé de s'enfuir de son maître libyen, qui l'avait rattrapé et qui l'a crucifié littéralement à des planches en l'enroulant de fils barbelés. Et en fait, c'est les petits bouts des épines de ces fils barbelés qui étaient restés dans ses blessures et la peau a cicatrisé au-dessus. Et en fait, c'est pour ça qu'il bipait dans les magasins. Donc, on est à un niveau d'horreur, en fait, qui est vraiment, c'est ce que je t'ai dit, on se dit, ça peut pas exister dans on peut pas faire ça à un enfant. Et c'était un jeune de 16 ans, donc qui est passé par là, qui est resté en Libye 2 ans, donc il est arrivé, il en avait 14. Et on se dit humainement, comment tu peux faire ça à un enfant de 14 ans? 14 ans, c'est quand même le collège. Et voilà, ça a été des passages. Au début, ça a été très dur à avaler tout ça. Et rentrer le soir avec ça, et surtout que voilà, nous on a ce côté vraiment communautaire, et on se dit, bah voilà, c'est nos frères et sœurs en islam, et repartir en se disant, oui, mais ceux qui font ça, c'est aussi nos frères et sœurs en islam. Il y avait un peu cette ambivalence avec laquelle j'avais du mal à me positionner au début, Mm. concernant notamment, enfin, les jeunes filles, c'est encore autre chose. Elles sont très peu, très 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 peu à être accueillies en France parce que le voyage est beaucoup trop dangereux pour elles. Mais il y en a quand même quelques-unes et généralement c'est encore un autre niveau de difficulté face à ces jeunes filles-là. On est bien sûr malheureusement sur de la prostitution, on est sur de la voilà de la maltraitance, on est sur de la mise en esclavage, on a une jeune fille de 15 ans qui est venue nous voir et enfin lorsqu'on l'a accueillie, elle a pu nous dire parce qu'après il faut expliquer pourquoi on arrive en France, donc ils sont obligés de parler Ouais. de leur parcours. Elle a pu évoquer voilà qu'elle avait été mise dans un réseau de prostitution en Espagne et qu'elle avait dû se faire avorter 3 fois d'affilée par son gérant ou je sais pas comment on appelle ça. Et Mm. enfin, c'est des choses que tu entends et c'est très 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 violent. Il y a vraiment énormément énormément de violence dans leur parcours et ce qui fait que la vie sur site peut parfois être explosive parce que si on prend autant de jeunes avec des parcours aussi difficiles et forcément ils ont des idées assez arrêtées rapidement. Par exemple, un jeune qui est passé par la Libye, il va avoir beaucoup de mal à faire confiance aux jeunes Égyptiens ou aux jeunes Maghrébins qui vont être dans le même site que lui. Et ça peut très vite exploser, partir en bagarre générale, ça s'est vu plusieurs fois, pour des questions de bananes. Il a pris 2 bananes pour le dessert alors que c'était qu'une, et c'est parti en bagarre. Et là, on passe vraiment d'une ambiance un petit peu de colonies de vacances où ils sont tous en train de manger ensemble, ils rigolent, chacun leur table, chacun leur groupe, et d'une seconde à l'autre, on voit vraiment leur instinct de survie qui remonte.
Et, euh, et là, on se rend compte, c'est là qu'on se rappelle, en fait, parce qu'on oublie rapidement quand on travaille avec ces jeunes-là. C'est là qu'on se rappelle par quoi ils sont passés. Et là, ça va être explosion de violence, mais de la violence qui, nous paraît intolérable en France. Mais en fait, on ne peut pas imaginer, on peut que imaginer justement par quoi ils sont passés et ce qu'ils ont dû développer comme compétences pour se protéger et pour arriver jusqu'ici en fait. Et ces gamins ont une résilience mais incroyable. On a tout à apprendre d'eux. On a vraiment tout à apprendre d'eux. Alors qu'arriver en France, c'est pas forcément plus simple. Comme j'ai pu t'expliquer, voilà, tout le parcours qui est mis en place, c'est sûr qu'ils sont accueillis, mais ils sont toujours dans cet entre-deux, je vais rester, je vais pas rester, je sais pas, au final, je suis toujours pas stabilisée. Et puis j'ai la famille qui est encore là-bas, j'entends des nouvelles de la famille, elles sont pas forcément bonnes. Et à côté de ça, on demande d'apprendre des tables de multiplication, mais je sais même pas de quoi ils parlent. Donc voilà, c'est vraiment pas facile. Pour ces jeunes-là, c'est vraiment, vraiment pas facile. Et je sais que c'est à l'opposé du profil qu'on peut dépeindre d'eux dans les médias, Mhm. quand on entend quand on entend des politiques qui peuvent se permettre de dire des choses comme les mineurs migrants sont tous des violeurs ou des choses comme ça, voilà, c'est dit hein, sur les plateaux télé, eux ils l'entendent et ils doivent vivre avec ça et au final, bah, leur estime d'eux-mêmes, leur ego, leur fierté, elle en prend un coup. Déjà de venir dans un autre pays et de dépendre entièrement de ce pays, c'est déjà difficile pour certains, donc rajouter à ça, non, c'est vraiment une problématique extrêmement complexe que la prise en charge des MNA. Mhm. Et quand on sait maintenant, enfin, on a commencé à avoir un peu de recul sur enfin, je pense, hein, sur la psychologie chez les enfants et les impacts que enfin, une petite chose peut Mm. avoir sur le reste de la vie. Par exemple, un parent maltraitant ou un parent qui manque, rien que ça a des effets désastreux sur l'éducation, le bien-être mental d'un enfant qui grandit. Alors là, quand tu me parles, les exemples que C'est tu ça. m'as donnés, j'imagine même pas les séquelles qu'il doit avoir. On peut même Exactement. pas comprendre en fait. Je sais même pas comment tu peux faire pour les aider en fait ces personnes, enfin, pour les comprendre, pour avoir de l'empathie. Bah, parfois, on a vite l'impression de pédaler dans la semoule, on a vite l'impression que tous nos efforts, enfin, certaines situations, quand elles sont, certains arrivent par exemple avec des troubles psychiatriques développés. Ça va être, enfin, voilà, moi je ne suis pas psychiatre et on y reviendra tout à l'heure, mais ça va être par exemple des dédoublements de la personnalité, ça va être de la bipolarité, ça va être, et, mais ces jeunes-là auraient besoin d'un centre adapté, à la fois médico, psychologique, mais aussi social. Et ça n'existe pas en France actuellement pour des jeunes migrants qui parlent pas notre langue. Et on va avoir donc des crises de violence énormes. Donc on a ce jeune-là qui a besoin de toute cette attention, de tous ces soins. Et en parallèle, on a bah, tout le reste du centre, en fait. Et parfois, dans la balance, ben, la vie du centre et du reste des jeunes et la sécurité des autres jeunes priment. Et donc, c'est des jeunes qui vont être soit sortis de la prise en charge ou d'autres choses parce qu'il y a eu des passages à l'acte trop violents pour que l'équipe, qui n'est pas formée ni à la psychiatrie ni à la psychologie interculturelle, puisse y faire face. Enfin, c'est quand même, voilà, il ne faut pas non plus dépeindre un tableau tout rose. Certes, ce sont des jeunes avec qui c'est formidable de travailler, mais c'est quand même très prenant. Les bagarres, c'est pas rare. Certains peuvent s'en prendre. Par exemple, même des fois, c'est assez rare quand même qu'ils s'en prennent aux professionnels. Ça va plus être entre eux. Mais voilà, on peut pas anticiper des passages à l'acte, on peut pas anticiper des coups de couteau, on peut pas anticiper toutes ces choses-là. Et, euh, et pour le coup, on parle souvent des professionnels sociaux en France. Ils sont vraiment pas accompagnés. Ils sont vraiment laissés dans leurs problématiques. Il y a déjà, voilà, ils font des nuits, ils font des jours, ils font des gardes, et puis ils doivent séparer les bagarres, et puis ils sont que deux pour gérer tout le dîner, alors qu'il y en a 60 sur site, et puis il faut tous les nourrir, et puis lui, il veut pas manger, et puis lui, il jette ça, et puis il faut pas oublier que lui, il faut qu'il prenne son médicament, et puis attention, lui, il est un peu malade, et puis, enfin, voilà, c'est un peu, dit comme ça peut être démotivant, mais je pense que toutes les structures sociales sont comme ça. C'est un peu parfois un joyeux bazar où c'est Hmm. vraiment plaisant de vivre là et ça nous apporte énormément. Mais de l'autre côté, c'est très difficile de mener la barque correctement, en tout cas en France. Ouais. Pour pouvoir aider ces personnes-là, c'est 100% l'État qui a la main dessus, enfin, avec ces associations-là. Ou est-ce que, je sais pas, par exemple, voilà, la communauté musulmane, si elle voulait agir, est-ce qu'elle peut faire quelque chose par rapport à ça? Alors, oui, leur responsable légal, comme nous, c'est nos parents, pour ces jeunes-là, c'est l'État.
C'est-à-dire que si on veut les inscrire quelque part, s'ils veulent faire un voyage scolaire ou s'il y a besoin d'une hospitalisation, tout ça, voilà, ça passe par l'État. C'est l'État qui signe les papiers. Par l'État, j'entends le département. C'est le département qui prenne en charge ces jeunes-là. Qu'est-ce que la communauté musulmane pourra apporter face à ça? Alors déjà, il y a un besoin criant de médiateurs interculturels. Médiateur interculturel, c'est vraiment un métier à part entière qui n'a vraiment pas la reconnaissance qu'il devrait avoir. Il y en a très très peu, très très peu en France. Et c'est quelqu'un qui va pouvoir te dire, oui, bah tu vois, par exemple, un professionnel qui va dire à un jeune, c'est des situations qu'on a pu vivre, oh tu me saoules, je verrai ça après. Ça peut arriver. On est dans le rush, c'est le dimanche, il y a eu les matchs de foot, je vais l'emmener à tel, voilà. Si on est dans le speed, un jeune, pour lui, tu me saoules, ça peut être une insulte, parce que c'est lié à l'alcool, pour lui, dans sa religion, c'est prohibé, et pourquoi il me parle comme ça, et il me respecte pas. Et là, c'est pas d'une psychologue dont ils auraient besoin, ça serait plus un médiateur interculturel. Voilà ce qu'il a voulu dire. En France, dans tel contexte, c'est pas très grave de dire tu me saoules, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Et généralement, moi, j'ai dû porter ce rôle de médiateur culturel, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas, et pour des questions qui nous paraissent tellement logiques à nous, comme le ramadan. On a pu en parler en réunion, on préparait donc le ramadan, et parce que voilà, c'est toute une logistique, hein. Les repas, bah, c'est la cuisinière qui les prépare de telle heure à telle heure, et puis les week-ends, elle les prépare en amont. Donc pour le repas, il faudrait préparer le sahur, donc le premier repas autour de 4-5 heures du matin. Bien sûr, elle va pas commencer son poste à 3 heures du matin. Enfin voilà, il y a toute une logistique à prendre en compte, donc généralement ça se prépare. Et donc la directrice qui disait ah bah le repas d'habitude c'est à 19 heures. Bon bah pour le ramadan, on décalera d'une heure, on leur fera à 20 heures, comme ça ce sera bien. Et enfin, si j'avais pas été là, j'imagine que le conflit qui aurait pu émerger ensuite avec les jeunes, comment ça, on peut pas manger à 20 heures. Et eux n'ont pas ni les mots, ni le tact, ni la patience, ni parfois juste la langue de pouvoir expliquer tout ça. Et j'ai pu lui expliquer un petit peu le concept du ramadan, comment ça s'organise, que non seulement c'était pas nous qui décidions des horaires, que 20 heures ce serait largement pas suffisant, mais qu'en plus ça se décalerait entre le début du mois et la fin du mois, et que du coup les horaires, il y a quasiment une heure de décalage entre l'un et l'autre. Et donc voilà, là c'est un effort de la part de l'équipe de s'adapter à tout ça, mais aussi il faut que les jeunes comprennent que dans le sens inverse, il y a des efforts à faire de leur côté aussi. J'ai déjà un jeune qui est venu me voir en me disant tu peux aller voir telle éducatrice et lui dire de s'habiller correctement, elle met les décolletés, c'est pas bien, elle est au travail. Et j'ai dit que c'était pas possible en fait qu'ils viennent comme ça voir une adulte pour lui dire comment elle devait s'habiller. Enfin voilà, il y a plein de choses. J'ai une directrice qui refusait que les jeunes Afghans mettent ce qu'elle appelait la tenue afghane. Donc ça va être la grande tunique qu'ils ont avec les pantalons un peu larges pour aller en ville. Et j'ai dû lui rappeler qu'on n'a pas le droit d'interdire des gens de s'habiller comme ils le souhaitent dans le cadre scolaire ou professionnel pour aller en stage. J'entends, il ne peut pas vraiment monter sur les toits pour faire la toiture avec la tunique, c'est un peu compliqué. Il y a des tenues à respecter, ou en cuisine par exemple, mais que nous on pouvait pas. Mais elle, pour elle, c'était vraiment de oui, mais c'est pour qu'ils s'intègrent mieux, il faut qu'ils s'habillent comme des Français. Et puis là, du coup, il y a toute une discussion qui s'engage. C'est quoi s'habiller comme des Français? Qu'est-ce que c'est que la part de la culture, etc. Donc voilà, vraiment des médiateurs interculturels, c'est vraiment ce dont on aurait besoin. Et je me rends compte que j'ai oublié la question, je suis peut-être partie un peu loin. Ouais, la question, c'était de savoir comment est-ce qu'en tant que musulman, on peut participer, en fait. Ah oui. Alors, en tant que musulman, on a pu avoir des jeunes qui arrivaient sans rien et qui n'osaient pas demander et qui priaient par exemple sur des sacs poubelles parce qu'ils n'avaient pas de tapis et ils n'osaient pas demander. Et au début, il n'y a pas de budget pour acheter par exemple leurs vêtements ou leur argent de poche. Et quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment, ça m'a fait très mal au cœur. Et là, il a suffi d'aller voir la mosquée de proximité et d'en faire la demande. Et là, tous les fidèles ont pu apporter des tapis. Nous, on en a tous deux ou trois, voire trop chez nous, pour pouvoir ensuite les redistribuer. Et ça, c'est un des exemples. Je sais qu'il y a des personnes qui tiennent des restaurants, halal dans des villes à proximité, qui parfois, une fois, deux fois dans le ramadan, venaient et délivraient tout un repas gratuitement. En fait, c'était généralement voilà, des tacos, ce genre de choses, mais les gars, ça leur fait plaisir, ils mangent halal, ce qui n'est pas le cas au sein de la structure, et de la culture qui va être un peu plus ce qui va se rapprocher de ce que eux connaissent. Et voilà, ça leur faisait vraiment plaisir. C'est par de petites actions comme ça que qui remarquaient qu'il y avait une communauté musulmane en France et qui pouvaient peut-être s'appuyer sur eux. Ou on a eu un jeune qui est décédé là, dans un accident il y a 1 an et demi de ça maintenant. Et voilà, donc non seulement ça a chamboulé tout le site, mais que ce soit les jeunes ou les professionnels. Et là, c'est posé la question de l'enterrement. Effectivement, ils n'ont pas forcément les connaissances des rites nécessaires chez les musulmans pour enterrer quelqu'un. Ils ont fait appel à l'imam de la mosquée la plus proche qui est venu, qui a pu leur expliquer un petit peu les démarches, les carrés musulmans, etc. Et qui a pu parler avec ces jeunes-là du deuil. Parce que les professionnels ne se sentaient pas.
En majorité, ils étaient non-croyants, et pour eux, ça n'avait pas de sens de parler de l'enfer, du paradis, de l'au-delà. Et les jeunes avaient ce besoin-là de parler de ça, de parler spiritualité. On le sait tous, quand on est touché par le deuil, généralement, c'est le moment où on se rapproche le plus de notre Seigneur, et on sent ce lien, parce que ça nous rappelle que notre vie est éphémère. Et ils ont vraiment ressenti ce besoin, et donc le directeur a pu prendre contact avec elle-même qui est intervenu pour échanger sur tout ça avec eux. Donc, mais mis à part ces interventions vraiment ponctuelles, c'est quelque chose. Ah, si. Comment on pourrait vraiment venir en aide à ces jeunes-là? C'est ce qu'on va appeler les familles d'accueil. C'est pas une famille d'accueil dans le sens où nous, on l'entend avec un jeune qui vient chez nous H24 et on s'engage sur toute la vie, etc. C'est pas dans ce sens-là. Ça va plus être des. Ça existe, mais il est très rare que les familles d'accueil soient données au MNA. Pour être honnête, ils sont généralement réservés aux jeunes Français. Et il va y avoir ce qu'on appelle les familles de répit. Ça va être des familles qui vont volontairement vouloir les accueillir sur les week-ends, sur parfois les vacances scolaires. C'est vraiment selon les possibilités de la famille. Ça peut être qu'une semaine, ils peuvent l'emmener avec eux un mois, ça peut être quelques jours, ça peut être pour que le jeune se trouve en immersion dans une famille où on va seulement parler le français, on va s'intéresser que à lui, contrairement au centre où voilà, il est au milieu des 30 voire 60 autres jeunes. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont vraiment ce besoin-là. Pour d'autres, ils voient pas l'intérêt. Il y en a beaucoup qui ont cette demande. Et malheureusement, je peux pas dire il y a peu, la vérité c'est qu'il n'y a pas de familles musulmanes qui s'engagent auprès du département pour faire ce genre d'accueil. Et donc, ils vont être accueillis par des familles dites françaises, mais voilà, ils vont vouloir leur faire découvrir le bœuf bourguignon, ils vont vouloir leur faire découvrir. Ils comblent quelque chose au niveau affectif. Moi, en tant que musulmane, j'ai toujours eu ce petit pincement au cœur de me dire mince, quoi. C'est Ça aurait été normal, bien c'est si normal, bien sûr. les musulmans qui puissent les accueillir, les emmener avec eux à la Jumu'ah, ou qui puissent tout simplement les parler leur langue, parce qu'il y a beaucoup de Maghrébins ou de Syriens ou Libanais, par exemple, qui parlent l'arabe, donc on peut se comprendre avec eux, ou juste prier avec eux, juste voilà, sentir qu'il y a la communauté qui est présente en France et qui peut les soutenir. Mais c'est vrai que dans le domaine du social, la communauté musulmane est quand même très, 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 très peu représentée à Est-ce ce qu'il y a niveau-là. un Après, site internet ou comment est-ce qu'on fait pour participer à ce genre de... alors, certaines associations mettent directement des offres d'emploi. Donc, sur leur site, ils appellent ça des offres d'emploi, mais c'est donc des offres de bénévolat. On peut de nous-mêmes contacter les associations ou contacter le département, donc le service de prise en charge des MNA, pour faire cette demande-là. Le mieux, c'est quand même de passer par l'association. Parce que le département, la demande plus vite, c'est pas du tout leur priorité, quoi. Que les jeunes aient des moments de répit, enfin, tant mieux pour eux, mais ils vont pas se battre pour ça. Donc le mieux, ce serait voilà, de rechercher l'association dans son département Hmm. qui prend en charge les MNA. Donc taper par exemple Rennes MNA par exemple. Et en faisant ça, je vais pouvoir trouver, bah, il y a telle association qui les prend en charge, mais aussi telle et telle, et contacter directement les Donc, associations par pour exemple, savoir Rennes si ou Lyon, Paris, mineurs non accompagnés. Et voilà, on aura c'est une ça. liste, ça sera assez facilement trouvable, quoi. En général, il y a quoi? Il y a Oui, quelques associations par ville, par département, ou une seule? oui, entre 2 et 3, on va dire, grand maximum. Après, pour des grands départements comme Paris, avec une demande aussi forte, il y en a vraiment beaucoup. Mais pour des villes plus petites comme Rennes ou comme Dijon, il va y avoir voilà, 2, 3 associations qui les prennent en charge. Mais c'est facilement trouvable sur Internet. D'accord. D'accord, d'accord. Et après, ouais, ça, c'est au cas par cas, en fait. C'est selon ce qu'ils proposent eux. Si des fois, il y a déjà des offres, comme tu dis, de bénévolat, d'emploi ou C'est pour faire du ça. bénévolat. Et des fois, on peut les appeler directement et leur demander si c'est possible. Exactement, exactement. Après, si vous avez des enfants scolarisés au collège ou en lycée, il est possible qu'il y ait des jeunes MNA qui soient déjà pris en charge dans cet établissement, sans forcément que vous le sachiez. Mais si jamais vous en entendez parler, ça peut se faire aussi par le biais de l'école. Généralement, c'est comme ça que les parents d'enfants, d'amis de ces jeunes-là, donc le jeune se fait des amis dans son établissement, et les parents, enfin, ils s'entendent très bien, ils aimeraient passer un week-end chez eux, et voilà, les parents font la démarche. C'est généralement plus comme ça que ça se fait. Quand tu me dis que la plupart des personnes qui se proposent sont musulmanes et que tu as 97-98% de la population, en tout cas dans ton département, je ne sais pas dans le reste, mais sûrement qu'on doit être dans des choses pas très loin, c'est presque un devoir pour nous d'aller les aider, c'est vrai. On connaît la récompense de prendre soin d'un orphelin. Je pense on doit être dans ce cas-là, là, quand on prend une personne, on s'en occupe pendant 2 semaines, un mois, 2 jours. Mm. Ça doit apporter une joie immense, j'imagine. Je sais pas si toi, tu as pu voir quels effets ça fait sur eux. Bien sûr, déjà, ils apprennent beaucoup plus vite le français parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Par exemple, je pense à un Afghan qui va parler que Pashto. Mhm. Il va pas avoir d'autre choix en étant dans une famille que de s'y mettre petit à petit.
Et ils sont vraiment, voilà, ceux qui n'y vont pas, ils regardent ceux qui partent un week-end des étoiles dans les yeux. Hein. Vous avez toujours pas de famille, mais moi j'aimerais pouvoir y aller. Et même penser pour des événements comme l'Aid. Franchement, moi, Ouais. ça me fend le cœur à chaque fois parce que ils ont tellement d'attentes, ils sont tellement contents de savoir que l'Aid va arriver. Et puis parfois, leur famille leur envoie des nouvelles tenues. Je sais qu'il y avait un jeune Tunisien, voilà, sa mère lui avait envoyé un pyjama d'or, il était tout content de le mettre pour le jour de l'Aid, ils veulent faire salade l'Aid, tout ça. Et ça, Enfin, mes collègues qui sont dans la vie quotidienne, la tête dans le guidon, et qui n'ont pas ce concept-là de l'Aïd arrive, faut ça se fêter. Ils vont fêter Noël, il n'y a pas de souci. Là, ils vont anticiper, mettre en place des choses. Mais comme ils ne savent pas à quel point c'est important pour eux, des fois, il y a des choses qui se mettent pas en place et leur déception, elle est vraiment triste, Hmm. triste à voir. Et certains sites font les efforts hein, de pouvoir chercher des moutons, de pouvoir faire des barbecues, vraiment de marquer le moment. Et là, tu vois qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment très heureux de vivre ça. Hmm. Et pour certains, ils me disaient, j'aimerais aller à la mosquée. Peut-être qu'à la mosquée, ils vont faire quelque chose pour l'Aïd ou des choses comme ça. Là, c'est des petites villes, c'est en campagne. Donc malheureusement, à part Salat l'Aïd, ils proposaient pas grand-chose. Mais même pour les mosquées qui font des événements, peut-être penser à se tourner vers ces associations, ne serait-ce que Hmm. pour leur donner un prospectus. Voilà, sachez que tel jour on fera ci, si vous voulez amener vos jeunes, voilà, ce sont les bienvenus, même si c'est voilà, juste partager un goûter, échanger des Ouais, gâteaux c'est avec possible eux. aussi C'est d'essayer vraiment. d'organiser des événements pour, en groupe, quoi, avec beaucoup d'enfants. Oui, oui. Par exemple, je sais qu'il y a un groupe, une association qui faisait du théâtre dans la ville à côté, qui a voulu inclure les MNA là-dedans, ou une association qui met en place des concerts. Et donc, il y a un partenariat qui est mis avec l'association, Mhm. et les jeunes intervenaient directement, ils ont pu faire des séances de théâtre. À la fin de l'année, ils ont eux-mêmes présenté une pièce de théâtre. Donc, c'était quelque chose d'hebdomadaire, une fois par semaine, etc. Donc, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, mais malheureusement, c'est jamais dans notre communauté. C'est Hmm. toujours dans tout ce qui va être culturel, tout ce qui va être éducatif. Mais ouais, je pense qu'il y a une place à prendre qu'on ne prend pas, malheureusement. Je pense que chez les musulmans, il y a quand même cette empathie, enfin, de pouvoir aider d'autres musulmans. Donc, je pense que c'est surtout un problème de délivrer l'information avant tout. Exactement. Oui, oui, ça par contre, j'en ai bien conscience. Avant de travailler là-dedans, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Mais je sais pas, c'est un peu comme si c'était en parallèle de la société, mis à part la Après ça, on ne le voit pas scolarisation. tant que ça finalement. On ne sait pas, quand on marche dans la rue, on ne peut pas Oui, savoir qui est un mineur non accompagné. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton partage très touchant et je pense que voilà, ça va en inspirer plus d'un à faire l'effort. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés. J'ai déjà entendu plusieurs fois des musulmans parler qui aimeraient bien, tu vois, adopter ou ce genre de choses, tu vois. C'est des choses qui sont dans la tête de certains musulmans, en tout cas. Et je pense que ça peut être, Mm. voilà, c'est difficile d'adopter en France. Mais en tout cas, là, Oui, de ce dont je me parle, là, ça reste une solution, on va dire, intermédiaire et qui peut apporter beaucoup de bonheur et de joie et surtout préserver le dîn et c'est sûr. préserver leur confiance en eux et puis leur rappeler un peu que voilà, les musulmans sont là et qu'on peut les aider, etc. Je sais pas Mm. quand est-ce que j'avais vu ça. J'avais vu en Angleterre. Je sais pas s'ils sont mieux organisés par rapport à ça ou non, mais en tout cas, j'avais vu un article sur voilà, il y avait certains mineurs, tu vois, qui allaient être adoptés et, euh, et ils allaient être adoptés par des non-musulmans. C'était des musulmans les mineurs. Et il y avait eu quelque chose de gros qui s'était organisé par des musulmans pour faire en sorte que ces mineurs-là soient adoptés par des musulmans, pour qu'ils soient pris en charge par des musulmans en particulier, pour qu'ils soient protégés dans leur religion, etc. Et je pense que c'est un Mm. bon mindset à avoir. Et je pense qu'en France, c'est assez compliqué d'aller jusque-là. Mais si au moins on peut les accompagner, les aider, avoir une communication avec eux, voilà, on peut apporter notre pierre à l'édifice, quoi. Après, adoptés sont des jeunes qui ont leur famille. Ils ont pu avoir un parent ou des proches qui sont décédés. Certains sont complètement orphelins et n'ont plus du tout leurs parents. Mais pour la grande majorité, leur famille est toujours présente et au pays. D'accord. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'apporter du répit. C'est ça. C'est que vivre en foyer, c'est pas facile. Vivre avec toujours cette épée de Damoclès de je sais pas si je vais rester, si je vais partir. Qu'est-ce que je fais de mes convictions musulmanes? Est-ce que je continue à prier, mais mon prof d'apprentissage, il veut pas, des choses comme ça. Et là, ça sera un répit, en fait, de vraiment, voilà, sois comme tu es. Nous, on va pouvoir t'apporter, par exemple, de la viande halal ou des nourritures plus culturelles qui vont pouvoir te parler, ce genre de choses. Mais tu parlais d'Angleterre, voilà, après, c'est vraiment un fonctionnement sociétal complètement différent, étant donné qu'ils sont très communautaires là-bas.
et ils se soutiennent entre eux. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup, par exemple, de Pakistanais qui veulent se rendre en Angleterre et qui, sans avoir de famille, ont beaucoup de contacts là-bas, qui vont les aider, qui vont les héberger, qui vont leur dire quand passer, par où passer pour arriver jusque là-bas. Tandis que en France, on a quand même beaucoup, beaucoup moins ça. Mhm. Beaucoup moins. Et si des réseaux se créent, ça va être entre migrants. C'est-à-dire que ce ne sont pas des migrants qui sont installés, qui ont maintenant une situation administrative stable et une situation financière qui leur permettrait d'aider d'autres migrants. C'est vraiment un migrant qui vient d'arriver et qui propose ça à un autre migrant, et généralement ceux qui sont déjà arrivés. Donc moi, par exemple, mon père est arrivé en France après son bac. Il n'a pas forcément de lien créé ou de soutien pour d'autres Marocains qui viendraient en France pour étudier. Ou en tout cas, c'est plus ponctuel et c'est moins marqué que ce qu'on peut observer en Angleterre. Mais voilà, c'est sûr que on a une responsabilité communautaire, à mon sens, envers ces jeunes-là, et il faut plus en parler pour que plus de personnes soient au courant et plus de personnes puissent essayer au moins de mettre en place quelque chose, que ce soit à titre associatif par des mosquées ou que ce soit à titre personnel. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Hafsa. On va parler un petit peu de ton éducation. Tu vas parler de l'USH en particulier. Tu as fait une licence, je crois. Je ne sais pas si tu l'as terminée. Euh, C'est ça. Je suis en troisième année là de licence. Je fais ma troisième année. donc, tu suis ça à distance. Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience? Comment ça se passe? Pourquoi tu as voulu faire ça? Et en quoi ça t'apporte dans ton travail? Enfin, quelles étaient les motivations aussi derrière? Bien sûr. Alors, l'IESH, IESH, Institut européen de sciences humaines, qui a ouvert il y a bien longtemps, dans les années 80 si je dis pas de bêtises, mais je vous laisserai vraiment vérifier sur leur site, il y a absolument toutes les informations. Ça doit être iesh.fr ou .com. Donc, historiquement, c'est un institut qui a ouvert dans le Morvan, donc dans la campagne bourguignonne, Mhm. à peu près à 1h45 de Dijon et à 1 heure de Nevers, pour ceux qui arrivent à situer. C'est donc un institut qui est au milieu de la campagne et c'est vraiment un lieu unique. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire l'IESH. On a l'impression d'être dans une bulle, je dis souvent ça, et le retour à la société peut parfois être brutal. On est dans une bulle où il y a l'Éden pour toutes les prières, on est dans une bulle où tout le monde prie ensemble, dans une bulle où tout le monde jeûne ensemble. Donc c'est un institut qui forme les futurs cadres religieux, donc qui forment en français et en arabe. On peut être interne là-bas, donc il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a des dortoirs, il y a des restaurants, il y a vraiment, enfin un restaurant entre guillemets universitaire, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour être étudiant là-bas à l'année. Ils ont trois parcours. Le parcours arabe, le Mhm. parcours sciences islamiques, le parcours sharia, donc qui est le même mais qui se fait en arabe, et le parcours Coran. Euh, donc voilà, ils font à la fois sur place, donc dans ce cas-là on est interne à l'année, et à distance. Tous les parcours se font soit sur place, soit à distance. Mhm. En sachant qu'ils ont une antenne à Paris, donc l'IESH de Paris, qui, je ne sais pas, enfin je sais que c'est une antenne de l'IESH de Château-Chinon, mais je ne sais pas exactement dans quel cadre ça s'est fait. Ouais. En tout cas, voilà, là-bas, c'est la même chose. Ils proposent une licence, si je dis pas de bêtises, idem arabe, sciences islamiques et de Coran. À savoir que l'Institut de Paris est reconnu par l'État. Donc, on peut être boursier en étant dans la licence, et ils ont ouvert maintenant les masters. Chose qui ne, chose qui ne se fait pas à l'IESH de Château-Chinon. Actuellement, ils ont pas de master encore. Et ils ne sont pas reconnus par l'État, par contre. Mhm. Donc, à distance, comment ça se passe? C'est sur 3 années avec 10 modules, à peu près 10 matières à valider par an. Donc, c'est un ensemble de 7 heures de cours quand même par semaine qui se fait en soirée, généralement entre 18 et 22 heures au plus tard. On a 2 cours par soir maximum, pas plus. Ok. Et des examens. Une première partie d'examen, donc le premier semestre en février, et le deuxième partie d'examen en juin, avec des rattrapages en septembre si besoin. Mhm. Les examens, historiquement, on se déplaçait juste directement sur le site. Et là, depuis le Covid, ça se fait à distance. Donc, ce sont des QCM à distance, sauf pour le Coran. Parce que même dans le module sciences islamiques, donc on a une UE Coran. Et dans l'unité d'enseignement Coran, voilà, il faut réciter en fait en face à face Ouais. avec le professeur. C'est vraiment très, très. Franchement, j'avais l'impression de connaître ma religion.
Il m'a fallu un semestre pour me rendre compte à quel point j'étais loin, très très loin de tout ce qu'il y avait à connaître, de tout ce qu'il y avait. C'est c'est une richesse, je pense que tout le monde doit le faire au moins une fois dans sa vie. À savoir que tu n'es pas obligé de prendre l'année entière. Par exemple, ma première année, je l'ai faite entièrement. La deuxième année, je n'ai pris que la moitié des modules. Mhm. Et donc là, je suis en troisième année, mais je refais ma deuxième année, l'autre moitié des modules, pour, voilà, pour les personnes qui travaillent à côté, pour les mamans qui ont des enfants à s'occuper, etc. On peut vraiment avancer à son rythme. D'accord. Mais pour avoir le diplôme final, il faut avoir validé tous les modules des 3 années. Hmm. Mais c'est peut-être pas ton objectif. On peut prendre que histoire, on peut prendre que foi musulmane, on peut prendre que fiqh. C'est vraiment, voilà, chacun selon son attirance, sa D'accord. sensibilité esthétique. Et toi, après, tu vas t'arrêter du coup de la licence. Il y a un master aussi, si on veut poursuivre. Ça s'arrête à la licence. Il y a un master à Paris. Oui, oui, le master qui se fait à Paris. Je sais pas s'il se fait à distance, par contre, celui de l'USH de Paris. Mais l'USH de Château-Chinon, où moi je suis inscrite, ils n'ont pas de master D'accord. pour l'instant. Et attends, Il y a tu un disais qu'il y en avait projet un des deux qui a été certifiant et pas l'autre. de Paris uniquement, celui de Paris, pas celui de Château-Chinon. Celui de Paris, donc il est reconnu par l'État, donc tu peux faire, je sais pas, une licence d'arabe, et ensuite de rentrer en master, master MEF, si on dit encore ça, pour être professeur des écoles, par exemple, professeur au lycée ou professeur D'accord. au collège. Ça, c'est possible parce que la licence de l'USH de Paris est reconnue par l'État. Et donc, on peut toucher la bourse du Crous, on peut avoir un logement, etc., etc. C'est le même contenu ou c'est différent? Je te dirais que c'est à peu près le même, mais je peux pas en mettre certaines parce qu'il y a bien une raison pour laquelle Ouais, l'USH sinon n'est pas reconnue elle, mais voilà, je suis pas vraiment ouais, dans tous ces détails-là. Non. d'accord. Et par rapport à l'étude à distance, il y a tout l'aspect en fait communication, l'aspect social et tout que tu n'as pas évidemment. Enfin, c'est le gros manque. Est-ce que tu le ressens beaucoup? Est-ce que ça te manque vraiment quand tu apprends ou pas tant que ça au final? Euh, Il y a que voilà, le côté groupe existe quand même parce que donc tous les cours se font par Zoom en direct tous les soirs avec des enregistrements pour les personnes qui ne seront pas en capacité d'y assister. L'enregistrement est valable toute l'année, mais une fois qu'on a fini l'année, le lien n'est plus valide. Et il y a des groupes Telegram, des groupes WhatsApp qui se font ensuite par promotion. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de révisions en commun. On se fait ensuite des Zooms juste par étudiant sans l'intervention d'un professeur, juste pour réviser ensemble. Il y a Hmm. vraiment un côté. Les personnes qui s'inscrivent sont généralement très volontaires, très motivées, et voilà, ça se ressent dans les groupes d'accompagnement. Les enseignants sont disponibles. Ils ont ce que j'appellerais des astreintes, voilà, des heures. Par exemple, le mardi de 10h à midi, tel enseignant est disponible. On peut soit faire un Zoom en individuel avec lui, soit envoyer un mail ou appeler pour poser toutes nos questions. Donc, c'est sûr que ça n'a pas le côté extrêmement communautaire qu'on peut avoir en allant là-bas, mais ils organisent chaque année un séminaire de 3 jours pour l'ensemble des étudiants où il y a plein de conférences sur ces thèmes-là et la remise de diplôme du coup pour les troisième années. Donc voilà, c'est un peu le moyen de clôturer quand même l'année en se voyant en Hmm. physique. Et à la fin de cette licence, est-ce qu'on a certaines habilités? Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui sortent de Château-Chinon qui deviennent imams par la suite. Est-ce que c'est suffisant, l'éducation que tu as là-bas pour pouvoir être prédicateur ou pouvoir te répondre à des questions juridiques, ce genre de choses? Plus que ça, je dirais même qu'elle est indispensable. Elle est réellement indispensable. Moi, mon père est directeur de mosquée depuis que je suis toute petite, donc j'ai baigné dans ça. Et j'avais l'impression de savoir. Et avant de Hmm. faire la première année, j'avais l'impression de savoir. Je me suis rendu compte à quel point je ne savais rien. Tu t'es dit la C'est vrai. première année, tu vas rien apprendre, c'est Oui, l'alphabet. c'est ça. Voilà, j'ai eu vraiment l'ego de me dire, bah oui, bah ça, on sait déjà, etc. Bah, je suis arrivée, voilà, ça rentrait humble, hein, on se dit tout de suite. Bon, bien sûr, le Hmm. Coran, c'est chacun et ses apprentissages. Il n'y a pas d'apprentissage de l'arabe dans le cursus sciences islamiques en français, mais on va reprendre l'histoire vraiment bah, déjà de la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi tout ce qui s'est passé après, l'évolution des différents groupes religieux, les liens qu'il va y avoir géopolitique entre ces différents groupes. On va avoir bien sûr les 4 écoles principales de fiqh, mais aussi les autres, parce qu'il n'y en a pas que, enfin, ce sont les 4 majoritaires, mais il y en a d'autres. On va voir les hadiths, mais on a toute une matière qui s'appelle science du hadith, c'est-à-dire qu'avant même d'étudier les hadiths, on étudie comment les hadiths ont été étudiés et mis en place. Et c'est Hmm. des choses
apprend, on se dit, mais c'est incroyable ce qui a pu être mis en place. Après, faut être réaliste, hein. C'est pas en 3 ans qu'on va absolument assimiler et gérer du bout des doigts toutes ces Bien sûr. matières. Mm. Mais je trouve que c'est vraiment voilà, c'est vraiment une base de savoir que, eh ben oui, les Malikites ne vont pas faire les ablutions comme vont le faire les Chaféites, par exemple. Et ça, c'est des questions un peu bateau, on pourrait se dire insignifiantes, mais quand à la mosquée, on voit que certaines personnes peuvent se disputer sur il n'a pas fait ses ablutions correctement, mais si c'est possible, ou des choses comme ça, Mm. c'est quand même important d'avoir cette ouverture d'esprit et de savoir que non, tout le monde ne fait pas de la même façon, ça fait pas quelqu'un plus musulman ou moins musulman qu'un autre. Et ce qui est intéressant vraiment aussi avec cette spécialité, c'est que le responsable de master, donc, qui est aussi l'enseignant principal, Monsef Zenati, il est, il s'inscrit vraiment dans la politique moderne française. C'est-à-dire qu'on va avoir des discussions sur des questions qui nous touchent nous en tant que Français. Et que si on posait la question à un chouïour, par exemple, d'Arabie Saoudite, par exemple, est-ce qu'on peut enlever le voile pour travailler? On ne peut pas répondre de la même façon si on habite en Arabie Saoudite, où il n'y aurait aucune raison qu'on enlève notre voile pour travailler, que si on habite en France, où on peut être par exemple une mère célibataire qui doit travailler, qui ne trouve pas de travail avec son voile parce qu'elle n'a pas la qualification, etc., etc., etc. Et il nous apprend vraiment à voir chaque situation dans sa globalité, avec Mm. voilà, des points à vérifier avant de venir dire halal haram, ceci, cela. Bien Ouais. sûr, il y a des choses haram où il n'y a pas de discussion. Mais on apprend aussi cet esprit critique et cet esprit de réflexion à placer dans notre contexte actuel en France. Ouais, c'est super intéressant, c'est passionnant. Et du coup, vu que tu fais des études islamiques et voilà, t'as ton métier de psychologue, est-ce que tu essayes de lier un peu les deux? Il y a cette thématique de psychologie islamique qui commence à se répandre un petit peu, pas trop en France, mais dans les pays anglo-saxons. Donc, est-ce que toi, tu suis ça un petit peu? Exactement. Alors, ça a toujours été une grande question, parce qu'ayant été formée en France, il y a cette traditionnelle séparation de la religion et des sciences qui nous paraissent vraiment, qui nous sont transmises comme étant antinomiques. J'ai toujours eu cette volonté de l'inclure dans ma pratique. C'était un peu flou, comme tu dis, pas du tout, voire très très peu de ressources. Et c'est initialement pour ça que j'ai commencé donc la licence de sciences islamiques. Je disais, je peux pas prendre en charge des musulmans sans savoir ce que dit l'islam sur des questions qu'ils pourraient me poser. Par exemple, pour une femme qui viendrait me voir parce que dans sa relation conjugale, ça se passe très mal et elle envisage le divorce, euh, pour le bien-être de ma propre balance dans l'au-delà, j'aimerais déjà savoir ce qui est autorisé ou non, ce qui est encouragé ou non dans le cadre du mariage, dans le cadre du divorce, et avoir toutes ces clés avant d'aller parler avec mon propre neuf, en fait, mon propre ego aux gens en donnant des conseils que j'aurais peut-être du mal à assumer plus tard. Donc ça, c'était la première volonté. Et je me suis rapidement rendu compte que c'était pas la même chose. C'est-à-dire qu'apprendre du fiqh, c'est très bien et on apprend beaucoup de choses, mais comment l'intégrer vraiment à la spiritualité et donc à la psychologie, j'ai eu beaucoup plus de mal. Donc j'ai commencé à faire des recherches. En France, il n'y a quasiment rien. En tout cas, quand j'avais commencé, il n'y avait rien du tout. Et j'ai pu chercher un peu ailleurs et dans le monde anglo-saxon notamment. C'est là que j'ai découvert la Positive Islamic Psychology ou juste l'Islamic Psychology, l'Islamic Counseling. Donc toutes ces choses-là Hmm. sont, qui ont quand même le vent de poupe dans les pays anglo-saxons, mais aussi dans les pays musulmans asiatiques, donc l'Indonésie, la Malaisie, toutes ces choses-là, mais qui sont très inexistants en fait dans la pratique des musulmans des psychologues musulmanes occidentales. Après, est-ce qu'il suffit d'être musulman pour faire de la thérapie musulmane? Clairement non. Comme j'ai pu le dire, il y a cette question de fiqh et d'autoriser, non autoriser ce qu'on peut conseiller et un peu le cadre de vie qu'on peut avoir. Mais pour intégrer vraiment la spiritualité musulmane à la psychologie, c'était une autre paire de manches. C'est pour ça que que je me suis rajouté donc les deux autres formations dont on a parlé au début du podcast. Parce que il faut vraiment savoir qu'avant même l'émergence de la psychologie en Europe, les savants musulmans, ils avaient déjà étudié, documenté, pratiqué la psychothérapie d'une manière holistique, donc en prenant en compte tous les pans de la vie d'une personne, mais aussi la gestion médicale des troubles, les suivis psychiatriques. Voilà, on sait que un des premiers centres de psychiatrie qui a été ouvert, je crois que c'était à peu près au 8e siècle, c'était en Iran ou en Afghanistan.
Voilà, faudra vérifier, mais donc voilà. Et c'est tout un pan Hmm. qui, nous qui étudions la psychologie en France, on en entend mais jamais parler. On va Ouais. étudier la naissance de la psychologie en Allemagne, on va étudier la naissance avec Freud, notamment beaucoup. On va Hmm. étudier la naissance de la psychologie aux États-Unis. On va étudier tout ça, mais tout le côté oriental, mis à part un peu de philosophie, on va vraiment pas l'aborder. Alors que je suis en train de le découvrir, hein. Il y a énormément, énormément, énormément de choses à apprendre, à transmettre, à pratiquer. Et donc, c'est une psychologie qui va s'appuyer sur le Coran, la Sunna, mais aussi tout l'héritage intellectuel islamique qui est très riche, comme, tel qu'on le connaît, que ce soit en philosophie, que ce soit en médecine, que Hmm. ce soit du coup dans des mathématiques ou dans d'autres sciences. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire que parce que c'est religieux, c'est spirituel, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui n'est pas factuel, non, au contraire, il y a des expériences qui ont pu être faites et dont ils ont récupéré les données avant de les utiliser. Donc, c'est voilà, c'est quelque chose d'empirique. C'est quelque chose d'empirique qu'on ne devrait pas séparer de manière aussi catégorique de notre Hmm. pratique de psychologie. Pour donner quelques noms du coup de savants, il va y avoir les plus connus, il va y avoir El-Kindi, il va y avoir Ibn Rushd, qu'on connaît sous le nom d'Averroès en Ouais. Espagne. Il va y Hmm. avoir bien sûr Al-Razali. Donc voilà, c'est quelque chose qui me passionne actuellement et que j'essaye de mettre déjà d'appréhender, de comprendre moi pour ensuite pouvoir le mettre en application et le transmettre au plus grand nombre. Parce que Hmm. malheureusement, dans la communauté, on entend encore des choses actuellement. La psychologie, c'est haram. Si je vais pas bien, il y a que C'est Dieu pour les qui va pouvoir posséder. m'aider. Voilà, je ne suis pas, voilà, je ne suis pas fou, je ne suis pas possédée. Ouais, non, non, elle est pas, par exemple, elle n'est pas bipolaire, elle est juste possédée. Il faut juste qu'elle fasse une ruqya. L'un n'est pas antinomique avec l'autre. Ouais, Il faut. c'est le traitement numéro un, la lauréat, en général chez les Oui, musulmans. exactement. C'est pas lire du Coran, l'écoute du Coran ou de la tristesse ou de la dépression. Enfin, il y a des sujets qui sont tabous chez nous, comme le suicide, mais qui existent dans notre communauté. On a des personnes qui se suicident alors qu'on n'en parle pas parce que c'est haram. Se suicider, c'est interdit. Se suicider, tu vas tout de suite en enfer. Hmm. Se suicider. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à comprendre sociétalement, communautairement. Qu'est-ce qui pousse ces personnes-là au suicide? Et de manière individuelle, pourquoi elles n'ont pas pu s'exprimer? Pourquoi elles n'ont pas pu se faire entendre sur les souffrances Ouais. qu'elles avaient? Donc là, c'est encore tout un champ de réflexion, mais voilà, s'il y a justement tout ça à étudier, tout ça à travailler pour pouvoir ensuite essayer de le transmettre, c'est un peu mon humble participation à tout ça. Je me Ouais. dis, je me trouve de par mon identité et de par mes diplômes un peu médiatrice entre les sciences de la psychologie et les sciences musulmanes. Et j'aimerais à mon tour, comme on peut le voir dans les pays anglo-saxons, comme on peut le voir en Malaisie, en Indonésie, à offrir aux musulmans une prise en charge qui serait plus adaptée à leurs besoins. Ouais. Très bien. Bah, écoute, on va terminer avec les petites questions de la fin, comme d'habitude, hein. Est-ce que tu as des routines quotidiennes, mensuelles, hebdomadaires, que tu suis régulièrement, en tout cas, qui te permettent de progresser ou de maintenir ton niveau d'énergie? Tes routines préférées? Mes routines préférées, c'est très classique, très Instagrammable. Ça va être voilà, le fait d'aller faire du sport régulièrement. En fait, c'est vraiment maintenir une hygiène de vie. Parce que quand maintenir une hygiène de vie pour savoir où on va. Parce que quand on sait ce qu'on doit faire, on peut s'y atteler plus facilement. Quand on vient de se réveiller, il faut déjà qu'on commence à réfléchir à ce qu'on doit faire. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Et ça m'aide beaucoup d'anticiper mes journées la veille et de faire des to-do list. Il faut pas que j'oublie de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça. Et toute la journée, je m'y réfère pour essayer de m'adapter. Et, Mhm. euh, et bien sûr, toujours lors de Salat Sobh, une petite dua pour essayer de demander à Dieu de nous faciliter cette journée et de purifier nos intentions pour Mhm. pouvoir tout faire avec la meilleure intention possible et qui nous soit, qui nous soit, qui soit un bienfait pour nous dans l'au-delà. Très bien. Est-ce que tu as une ou deux recommandations de livres, de bouquins, de podcasts qui t'ont particulièrement marqué, que tu souhaiterais recommander? Hum, le tien, c'est déjà un podcast, je pense, que je recommande À quand part on me le mien. demande religieux parce que c'est motivant quand même de sentir qu'il y a une communauté qui se crée, qu'il y a des gens qui essayent de faire des choses et qu'on fait partie d'un tout. C'est quand même autrement plus motivant que quand on a l'impression d'être tout seul, quand on n'est pas en lien avec ces personnes-là. Ça, Hmm. c'est important. Après, recommandation de livres à transmettre, à conseiller. Je pense que je dirais Ne sois pas triste. J'ai pas le nom en tête, je te l'enverrai pour que tu puisses le mettre
en barre d'infos. Ouais. Mais c'est un livre. Aïd El-Qarni? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Un livre vert et beige. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est un livre qui, je pense, peut être un bienfait pour tout le monde. C'est pas un roman, c'est pas un grand livre avec des chapitres. C'est vraiment des petites notes, des petits rappels, des petites histoires et des transmissions qui sont faites qu'on peut lire ponctuellement, une page au hasard, et qui parfois, quand on va mal, ben, peuvent nous parler et nous rassurer dans notre lien à Dieu, nous rassurer dans le fait qu'on n'est pas seul et remettre un peu dans le contexte tout ce qui se passe dans notre vie. Très bien. Écoute, je mettrai ça en description. Et enfin, dernière question, si un auditeur ou une auditrice souhaite te contacter, tu as une question à te poser par rapport à son orientation ou à autre chose, un sujet dont on a discuté, est-ce que c'est possible? Et si oui, comment? Bien sûr, le plus simple, ce serait de me retrouver à travers mon Instagram. Donc, c'est hafsa.psychologue, tout simplement. Donc, Hafsa, Hafsa. C'est un Instagram que je viens d'ouvrir il y a 3 jours, tout simplement. Dans, En vue du podcast? Déjà, oui, parce que je m'étais dit peut-être que des personnes seraient intéressées pour me contacter, donc ça me paraissait plus simple de passer par là. Et ce qui m'a poussée aussi à voilà, essayer de mettre en place des partages. Voilà, mon but, c'est vraiment de faire de la partage, de la vulgarisation, de la psychologie, comme je dis depuis tout à l'heure, en lien avec la spiritualité musulmane, et, mais aussi sur les études de psycho en France pour des personnes qui seraient intéressées, etc. Tu as créé le compte il y a 3 jours et tu as déjà plus de 1 000 followers. Waouh! Je l'avais créé il y a 2 ans. J'ai paniqué, je l'ai supprimé, mais je l'avais vraiment désactivé, on ne le trouvait plus. Et je pensais l'avoir perdu. Et quand je l'ai recréé il y a 3 jours, ben, en fait, il est revenu comme. Mais il dort depuis 2 ans, en fait. Donc, il y a 3 jours, j'étais à 800. Et puis, donc là, alhamdoulilah, il y a déjà 200 D'accord. personnes qui nous ont rejoints. C'est par rapport à tes contacts ou tu penses ou le mot psychologue ou... Je pense très sincèrement que la thématique de la psychologie musulmane intéresse énormément les gens. On voit qu'il y a une demande folle. Et ça me met un peu l'impression, mais je vais essayer de pouvoir transmettre un petit peu à mon échelle. Et de toute façon, enfin, progresser en même temps que vous, hein, comme j'ai pu dire, je suis encore dans toutes ces formations-là. Et essayer de le vulgariser au plus grand nombre, Inch'Allah, pour travailler. Après, j'ai d'autres projets plus éloignés, mais on va commencer par le commencement. Très bien, tu as gagné un follower, la Muslim Makers. Nickel. Bah écoute, Hafsa, je te remercie beaucoup pour ton partage d'expérience, ton retour. C'était très touchant, comme je disais tout à l'heure, surtout la partie avec les migrants non accompagnés, là, les mineurs non accompagnés, pardon. Et bah aussi ton retour d'expérience par rapport à ton éducation chez l'USH, Château-Chinon. Je mettrai tout ça en description, tous les liens pour ceux qui sont intéressés, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais écoute, je te souhaite de pouvoir réussir. À l'avenir, toi, tu aimerais, je crois qu'on en avait déjà parlé, tu voudrais ouvrir ton cabinet, hein. Peut-être pas maintenant, mais Oui, à l'avenir, ton objectif, c'est d'ouvrir ton propre cabinet, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est ça. Mais même si pour l'instant j'en ai pas, si des personnes ont des besoins de suivi, de thérapie, il faut pas hésiter à venir me voir parce que j'ai tout un réseau donc de sœurs psychologues musulmanes qui se crée un petit peu en off sur WhatsApp entre professionnels. Et donc voilà, je peux toujours transmettre les demandes pour que vous puissiez trouver quelqu'un qui puisse vous accompagner au mieux selon en accord avec votre spiritualité. Il y a des sœurs d'un peu toute la France, même expatriées, donc ça peut se faire en visio, ça peut se faire en présentiel. Faut pas hésiter, je transmettrai les demandes, Inch'Allah. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Hafsa. Je te remercie. Et bah, écoute, je demande à Dieu qu'il te facilite dans tes projets. Très ambitieux. Et bah, écoute, je te dis à très vite, Inch'Allah. Amin, voilà, Klaufika, à très vite, Inch'Allah. Salam Salam alaikum. alaikum. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.